Bien, bonjour, donc on se retrouve là pour corriger cet exercice 68 donc que vous aviez à chercher à la maison. Alors c'est un exercice de dérivation sur d'études de fonctions, mais qui utilise une fonction trigonométrique puisque la fonction cosinus. Autrement dit, peut-être qu'il va falloir aussi se rappeler de quelques propriétés du cosinus et donc l'utilisation du cercle trigonométrique. Donc, allons-y pour la question petit 1. Voilà. Donc, on nous demande de dériver la fonction. Donc, c'est cette fonction, c'est cosinus x au carré. Alors, attention, je vous la réécris ici. Vous avez vu que la notation, c'est cos carré x, mais c'est une écriture équivalente à cosinus de x au carré. D'accord, donc c'est cette fonction que l'on doit dériver, cette expression-là que l'on doit dériver. Donc pour dériver cette fonction, évidemment, toujours pareil, on se pose la question, quelle est la forme générale de la fonction? Et donc la forme générale, ce n'est pas un cosinus, mais c'est un carré, donc c'est une puissance. Autrement dit, la formule qu'il faut utiliser, c'est évidemment la dérivée de u puissance n. Puisqu'on a le carré d'une fonction, la puissance d'une fonction. Et donc la dérivée de u puissance n, c'est n fois u' fois u puissance n-1, comme on l'a déjà vu. Donc, voilà, donc notre fonction u, c'est donc notre fonction cosinus. Donc on a aussi besoin de se rappeler quelle est la dérivée de cosinus de x. Et donc la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Voilà. Donc allons-y, cette fonction, donc elle est bien dérivable, comme carré de fonction dérivable, et donc, quel que soit x réel, f' de x, et on applique notre fonction. Alors petit n, c'est la puissance, donc c'est 2, fois u', c'est donc la dérivée de cosinus x, donc on a dit que c'était moins sinus x, et fois cosinus de x, à la puissance n-1, alors comme n vaut 2, n-1, ça fait évidemment 1. Et donc, on va pas le laisser sous cette forme-là, voilà, donc ça nous fait du moins 2 sinus x cosinus x. Et c'est exactement ce qui était demandé dans la question. Donc voilà pour l'expression de la dérivée de cette fonction. Alors on n'oublie pas qu'on étudie cette fonction sur quanti, sur 0π. Alors cette dérivée est valable sur R tout entier, mais on n'oublie jamais voilà sur quel intervalle on est en train de travailler. Bien, ensuite on a la question de petit 2, c'était donc déterminer évidemment le signe de la dérivée de f, le signe de f' de x pour tout réel. Cette fois, ce qui nous intéresse, c'est bien x de i, c'est-à-dire sur l'intervalle 0π. Donc, pour cela, on a besoin de réfléchir un tout petit peu à ce que l'on sait du sinus et du cosinus quand petit x appartient à 0π. Donc, je réécris mon intervalle, x, grand I, c'est donc l'intervalle 0π. Ok, donc, ça mérite de refaire un petit cercle trigonométrique. Voilà. Donc, ça fait un petit moment qu'on n'a pas retravaillé voilà, ce chapitre-là, puisqu'on a fait pas mal de choses entre-temps. Donc, revoyons un tout petit peu notre cercle trigonométrique. Donc, qu'est-ce qu'on doit se rappeler? On doit se rappeler que, finalement, quand petit x représente un nombre réel, il représente donc la mesure d'un angle orienté. Donc ici, petit x, hop. Ah, j'ai changé mon... Voilà, donc petit x, c'est la mesure de cet angle-là, c'est une des mesures de cet angle orienté. Là, on se rappelle qu'on tourne dans le sens positif. On est le cercle. Rappelez-vous aussi de centre O et de rayon 1, placé dans un repère, dans un repère orthonormé. Et donc, on sait que pour chaque réel x, ça correspond donc à un point du cercle trigonométrique, donc qui est ici. Et donc, ce point-là, qu'on peut appeler le point M, il va avoir des coordonnées. Donc, les coordonnées, son abscisse, ce sera exactement la valeur du cosinus de x, et son ordonnée, ce sera la valeur de sinus x. Toujours dans notre repère
donné, sachant que le point que vous avez ici, c'est le point de coordonnées 1, 0. Bien, c'est pour ça que le cosinus a des valeurs comprises entre moins 1 et 1, exactement pareil pour le sinus entre moins 1 et 1. Bref, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est les signes. Donc, finalement, il faut déjà regarder petit x. On nous dit que petit x varie entre 0 et pi, donc il faut savoir où se trouve 0, où se trouve pi. Donc 0, en fait, c'est quand on a un angle nul, c'est le point va se trouver ici. Donc souvent, on va écrire, en fait, on peut les écrire d'une autre couleur, on va écrire les mesures de petit x carrément sur le cercle trigonométrique. Donc 0 se trouve ici, hein, c'est une rotation d'angle nul, donc on n'a pas bougé, on est parti de là, alors que pi, hop, c'est quand on a fait un demi-tour, pi se retrouve ici. N'oubliez pas que pi sur 2 va être représenté par ce point du cercle trigonométrique. Bon, donc je peux placer d'ailleurs pi sur 2, peut-être qu'il va nous être utile. Alors réfléchissons. Maintenant, on veut connaître le signe de la dérivée, mais on sait que pour trouver le signe de la dérivée, finalement, on va devoir étudier le signe de chacun des facteurs, puisque votre dérivée, là, elle est bien sous une forme factorisée. Hein, vous avez un produit de 3 facteurs. Donc on sait qu'on va pouvoir étudier le signe de la dérivée en étudiant le signe de chacun des facteurs. Donc on va avoir besoin d'étudier le signe de moins 2, ça c'est facile. Le signe de sinus x, le signe de cosinus x, lorsque petit x varie entre 0 et pi. Donc, avant de faire les signes, on peut déjà préparer, on sait que le meilleur outil pour faire une étude de signes d'un produit de facteurs, c'est le tableau de signes, donc on peut se préparer notre petit tableau de signes. Donc on a, voilà, on va avoir le signe, donc ici la première ligne, donc c'est pour les valeurs de x. Ensuite on va avoir, il nous faut une ligne pour le facteur moins 2, une ligne pour le facteur sinus x et une ligne pour le facteur cosinus x, tout ça pour en déduire ensuite le signe de la dérivée. Donc petit x va varier de 0 à pi, on ne va pas s'intéresser en dehors de cet intervalle. Donc on a dit, ici on va placer le signe de moins 2, le signe de sinus x, en fonction de x, le signe de cosinus x, et on en déduira le signe de la dérivée, qui est le produit donc de ces 3 facteurs. Bien, donc commençons. Alors, moins 2 va être strictement positif, donc on sait qu'il n'y a pas de valeur qui annule moins 2, on sait qu'on cherche les valeurs, rappelez-vous, qui s'annulent, souvent c'est important. Le sinus, si on commence par le sinus, donc le sinus c'est l'ordonnée du point M. Donc il va falloir imaginer que votre point M il bouge de votre point de haut là, jusqu'à pi. Donc ici, il part de cette position, hein, souvent qu'on appelle le point I, qui a donc un angle, une valeur 0. Quelle est la valeur du sinus? Ah ben c'est 0 justement. Donc le sinus de 0, ça fait 0. Puis on augmente. Donc ici, le sinus, c'est l'ordonnée, donc ça augmente, ça va tendre vers la valeur 1, d'accord, qui est, puisqu'on a un cercle trigonométrique, donc ici, dans notre repère, c'est la valeur 1 de l'axe des ordonnées. Décidément, ça ne veut pas. Hop. Voilà. Donc ici c'est le 1 de l'axe des ordonnées. Donc évidemment, quand le point M augmente, c'est-à-dire quand la valeur de x augmente jusqu'à pi sur 2, on arrive à un sinus qui vaut 1. Et donc, ensuite, la valeur du sinus va diminuer, c'est l'ordonnée va diminuer. Et quand on arrive à pi, de nouveau, on va avoir un sinus égal à 0. Donc, ici, sinus de pi, ça fait 0. Bien. Et on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas les seules valeurs qui annulent le sinus sur l'intervalle 0 pi, c'est 0 et pi, donc il n'y a pas d'autres valeurs à placer autre que 0 pi. Pour le cosinus, je ne mets toujours pas les signes tant que je ne sais pas combien de colonnes j'ai. Le cosinus, donc je fais la même chose, mon point M il augmente, il va passer de cette position-là, il va faire un demi-tour sur notre cercle, et on s'intéresse maintenant à l'abscisse de M. Donc vous voyez que quand je suis en 0, mon cosinus c'est l'abscisse de ce point-là, donc ça fait 1. Donc ici, x va augmenter jusqu'à ce que mon point M se trouve là, et là, le cosinus, c'est donc l'abscisse, va aller jusqu'à 0, c'est-à-dire cette fois, quand x vaut pi sur 2,
son cosinus, ça fait 0. Et donc, en pi sur 2, on va dire que le cosinus vaut 0. Oula. Ok. Et donc, ensuite, le cosinus va de nouveau va continuer à diminuer, puisque c'est l'abscisse, va diminuer jusqu'à arriver à la valeur moins 1. Et donc, ce qui nous intéresse, on va en profiter, c'est de regarder maintenant les signes. On a les valeurs qui annulent, mais c'est vrai que... Alors, les valeurs qui annulent, on sait que... Oups, on va quand même améliorer un peu, là. Voilà. Donc, ici... Ça n'a pas pris. Voilà. Donc, puisqu'on a un produit, on peut tout de suite placer, pourquoi pas, nos zéros, puisque tout ce qui annule chacun des facteurs va annuler la dérivée, qui est un produit. Donc, on peut déjà mettre 0, 0 et 0 ici. Donc, regardons les signes maintenant. On a dit, moins 2, de toute façon, strictement négatif tout le temps. Pas de problème. C'est un nombre qui ne dépend pas de la valeur de x, hein, il n'a qu'un seul signe. Si sinus x, si on regarde, c'est donc l'ordonnée du point M. Autrement dit, quand je bouge là sur le quart de cercle du haut du cercle sur le demi-cercle du haut du cercle trigonométrique, vous voyez bien que comme c'est l'ordonnée du point, eh ben évidemment ça va être positif tout le temps. Donc positif pour le sinus. Par contre, le cosinus, qui est l'abscisse du point M, quand on bouge sur le demi-cercle du haut du cercle trigonométrique, eh ben en augmentant là, on voit que le cosinus ne fait que diminuer, mais il est d'abord dans les positifs. Et ensuite, quand x va dépasser pi sur 2, il va devenir dans les négatifs. Et donc, le signe, c'est positif sur l'intervalle 0 pi sur 2, négatif sur pi sur 2 pi. Donc, on applique la règle des signes pour trouver le signe de dérivée. Donc, un produit de 3 facteurs, dont un seul est négatif. Le produit est négatif. Produit de 3 facteurs, dont 2 sont négatifs, c'est positif. Voilà. On a terminé la question 2, c'est-à-dire la partie qui nous demandait de déterminer le signe de f' de x pour tout x réel de l'intervalle 0π. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le tableau de variation, de finaliser. Donc, question 3, je vais le faire ici. Et on doit refaire notre tableau de variation. Donc, pour le tableau de variation complet, on va commencer par remettre le signe de la dérivée, c'est-à-dire notre dernière ligne de notre tableau précédent. Et on en déduira les variations de la fonction f. On est toujours sur 0π. On remet donc le signe. Donc on a dit que c'était 0 moins 0 plus 0. Voilà. Et ça nous permet d'en déduire les variations, hein, d'après le fameux théorème qui fait le lien entre le signe de la dérivée et les variations de la fonction, qui dit que sur un intervalle, lorsque la dérivée est strictement négative, c'est que la fonction est strictement décroissante. Et ensuite, sur l'intervalle... Ah, je me suis trompé, c'est pi sur 2, pardon. Sur l'intervalle pi sur 2pi, puisque la dérivée est strictement positive, la fonction est strictement croissante. Pour que notre tableau de variation soit complet, on va placer les images importantes, c'est-à-dire ici, on a besoin de l'image de 0. Donc pour l'image de 0, on la calcule. Alors, on reprend, attention de ne pas prendre la dérivée, hein, on reprend, ici on parlait de la fonction cosinus x au carré, cos carré x. Donc, cos carré de 0. Alors, cosinus 0, on a dit que ça faisait 1, c'est l'abscisse de ce point-là, donc ça fait 1, donc 1 au carré, ça fait 1. Donc ici, l'image de 0, ça fait 1. Ensuite, on peut faire f de pi sur 2. L'image de pi sur 2 par la fonction f, c'est cosinus carré pi sur 2. En pi sur 2, le cosinus, c'est l'abscisse de ce point. Donc ici, c'est 0. Donc c'est 0 au carré, qui fait 0. Et f de pi, c'est cosinus carré pi. Alors, pi, c'est quand mon point M se trouve donc ici. Le cosinus, c'est donc l'abscisse du point M. Autrement dit, ici, on est en moins 1 hein, sur l'axe des abscisses. Donc c'est moins 1
au carré, et moins 1 au carré, ça fait aussi 1. Voilà. Donc là, on a fait le tableau de variation complet. Autrement dit, cette fonction cos carré x, sur l'intervalle 0π, elle est strictement décroissante, puis strictement croissante. Et toujours comprise entre 0 et 1. Voilà, c'est bon pour cet exercice. À bientôt.